Hmm. Ok, Julien, je te propose qu'on démarre. Yes. Allez, c'est parti. Du coup, bonjour à tous et bienvenue pour cette Ask Me Anything qui est du coup le webinar live interactif et participatif d'Advisory. Donc, on est à la 11e édition de novembre du coup 2020. Et du coup, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Julien pour animer cette session à mes côtés. Du coup, on a décidé de partir sur un thème assez original et peu évoqué, mais on a plein de choses à vous dire sur ce sujet. Donc, c'est comment replaçons-nous la résolution de problèmes au centre d'une organisation produit? Pourquoi? Pour plus d'impact. Ce que je te propose, Julien, c'est qu'on se présente rapidement. Si tu veux, j'initie et je te laisse suivre. Du coup, Martin Canton-Lega, moi je suis cofondateur et président et CEO d'Advisory. Donc, Advisory, c'est une agence conseil spécialisée dans l'accompagnement et la transformation des organisations vers des organisations produits, donc l'accompagnement en product management. Donc, on a un collectif aujourd'hui d'une cinquantaine de collaborateurs répartis entre Paris et Lille, donc de spécialistes produits, product manager, product owner, coach produit, product designer et web développeur. Et du coup, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Julien, qui est une grande connaissance avec qui on a pu œuvrer ensemble en partenariat, avec une relation client. Donc, merci Julien de ta participation et bienvenue encore une fois dans ce Ask Me Anything. Merci Martin. Bonjour à tous. Moi, je suis Julien Bousquet. Ça fait 15 ans que j'évolue dans le digital et dans le produit. J'ai oscillé entre des agences de communication, des produits comme les boutiques de Orange, des grandes plateformes pour Renault, Nissan, Michelin, ou des projets plus modernes comme Combini, et dernièrement GoJob ou encore Hôtel BNB. Voilà, donc entre tourisme, agence d'intérim digital, les voitures, start-up ou grands groupes. Et j'ai eu l'occasion de monter 2 start-up. Voilà, donc ma dernière expérience, c'était CPO chez GoJob, qui est donc une agence d'intérim digital. L'idée était de faire un petit retour aussi d'expérience cette dernière année sur ce sujet qui est vraiment remettre les problèmes au cœur de l'organisation produit pour plus d'impact. Exactement. On avait envie de vous parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet évidemment que Julien a rencontré dans cette expérience-là et nous, chez Advisory, on rencontre beaucoup de problématiques où l'aspect problème et problème des users est pas pris à son juste titre et du coup crée évidemment beaucoup de difficultés, beaucoup de pertes et une performance qui est amoindrie du fait de ce sujet qui est très peu traité et, et très peu abordé dans les organisations. Donc, on voulait le replacer au centre quelque part de l'intérêt qu'il peut avoir quand on mène une démarche produit. Donc, ça nous permet d'introduire pourquoi c'est important de se concentrer sur la résolution des problèmes. On voulait vous afficher cette stat, c'est qu'aujourd'hui, 37% des entreprises établies, donc c'est des entreprises qui sont cotées en bourse, n'existeront plus dans les 5 ans versus le chiffre de 8% d'il y a 30 ans. Et c'est une étude qui a été menée par Harvard Business Review, donc plutôt sur des entreprises américaines, mais la stat est édifiante et la raison de cette statistique-là, c'est que aujourd'hui, les business models évoluent, se dirigent vers le numérique, évidemment, d'où la prérogative du product management aujourd'hui et des démarches produits. Mais c'est un fait, c'est qu'on pénètre plus facilement, on scale plus facilement sur le marché. Le marché est plus liquide, plus agile, mais par contre, on peut plus rapidement être remplacé, plus rapidement être disrupté. Et du coup, il faut toujours coller aux besoins et aux problématiques de ces utilisateurs pour être pertinent sur le marché et pouvoir exister. En fait, c'est quelque part une question
de vie ou de mort. Je ne sais pas, Julien, si tu voulais compléter sur cet aspect-là. Bah non, mais tout simplement qu'effectivement, on parle beaucoup de commencer par le problème et on peut approcher ça comme une méthodologie, mais en fait, il faut bien comprendre que c'est critique pour la réussite des produits aujourd'hui, puisque en fait, si on ne passe pas par le problème, ça veut dire qu'on ne va pas chercher un vrai besoin utilisateur, des choses pour lesquelles ils ont faim, et du coup, on voit bien qu'il y a énormément de features, de boîtes, de startups qui coulent parce qu'en fait, on ne répond pas à un véritable besoin. Donc en fait, plus qu'une méthode, il faut bien comprendre l'impact réel que ça a, et c'est vraiment clé dans toute l'approche produit et tout en amont de la chaîne en fait, du process produit. Excellent. Juste avant qu'on rentre dans le sujet, on voulait un petit peu vous positionner où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on vous présente à peu près et où est-ce que le sujet se situe par rapport au cycle de vie du produit. Donc, avec Julien, on ne voulait pas vous représenter l'ensemble des étapes clés pour la réalisation d'un produit digital et entamer une démarche produit. On voulait quand même savoir de quoi on vous parlait. Donc, on vous parle d'une phase qui est la phase la plus amont, quelque part, en fait, de l'analyse produit, donc bien en amont de la discovery, du delivery de votre produit et derrière de sa lancée sur le marché et de ses phases de scaling. Donc, on se situe bien en deçà et en amont quand on parle de la résolution de problèmes marché, problèmes utilisateurs dans le cycle de vie du produit. Ouais. Donc ça, c'était juste pour vous resituer un petit peu de quoi on va parler. Alors pourquoi est-ce qu'on souhaitait parler de ça? Parce qu'en fait, la discovery, où on va avoir une phase on va attaquer par une phase de problem framing. En fait, ça prend du temps. On va framer le problème, on va designer une solution, etc. Donc déjà, il faut savoir aussi où est-ce qu'on attaque à un moment. Et des problèmes, il peut y en avoir des milliers. Donc il y a déjà en amont de se dire, OK, qu'est-ce qu'on va creuser en fait en discovery? C'est quoi les sujets un peu qui sont les plus importants à aller attaquer? Donc c'est un peu de ça dont on va parler. Yes, donc avant d'attaquer dans le fond du sujet, comme on dit, Julien, juste pour tous ceux qui nous écoutent, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous savez que la session est interactive. Donc là, on va vous présenter un petit peu les éléments et ce dont on a partagé avec Julien sur le sujet pour vous transmettre un maximum évidemment de matière et vous faire l'état de nos discussions. Mais c'est aussi un temps où vous pouvez partager, poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, vous avez un espace dédié en bas sur la barre principale de Zoom pour poser toutes vos questions et on y répondra. On va vraiment passer quelques temps, enfin on va prendre au moins 20 minutes, une demi-heure pour répondre à toutes vos questions sur les sujets qui seront abordés, les notions qui sont transmises et n'hésitez pas à intervenir en conséquence. Pour vous dire pourquoi ce sujet est critique et qu'est-ce qu'on rencontre sur le terrain, on a souhaité vous partager quelques exemples d'incohérence massive quand on comprend mal le problème et le besoin utilisateur et ce que ça peut générer. Donc typiquement, on a retenu trois anecdotes. Donc le premier, c'est pour un grand acteur hôtelier qui a développé et pour qui on a développé et paramétré des systèmes de réservation complexes prenant en compte notamment la structure familiale, donc la réservation pour des enfants, pour des nourrissons, etc., etc., ce qui modifie évidemment l'organisation d'une chambre d'hôtel, alors que réellement et statistiquement, cette clientèle représentait 10% de la clientèle cible. Donc ces fonctionnalités-là avaient du sens parce qu'elles rapportaient quand même du business, mais ont complètement été priorisées par rapport à d'autres sujets qui pouvaient correspondre à 90% de la clientèle cible, qui était une clientèle B2B qui réservait pour des besoins professionnels, donc notamment des commerciaux qui ont besoin de se loger, etc., etc. Donc on trouvait on a poussé chez ce client-là de nombreuses fois la pertinence de peut-être prioriser leur sujet. En fait, il y avait un plafond de verre entre les utilisateurs sièges et du coup, ils ne se rendaient pas compte de la priorisation qui a été effectuée. L'exemple numéro 2, qui est encore plus parlant, c'est pour un acteur important de l'assurance qui a souhaité, le COMEX a souhaité créer un produit de gestion
pour gérer des flux et des produits financiers sous mandat. Or, à l'heure actuelle, ils avaient pas de mandataire pour exercer ce job-là. Du coup, résultat, on est 9 mois après et il y a zéro souscription sur ce produit-là. Il a rapporté littéralement 0 € malgré les nombreuses alertes qui ont été émises sur le sujet. Exemple 3, qui est un exemple assez parlant parce que très customer-centric, c'est pour un e-commerçant. Ce e-commerçant, pour des raisons de personnalisation de son produit, il a souhaité sortir une version de son produit qui est un produit générique avec une couche de personnalisation qui a créé une croissance de revenus de 15%, donc c'est pas négligeable, mais au détriment de quoi? Au détriment de délais de livraison qui ont été complètement dépassés et qui sont hors des standards utilisateurs. Et l'équipe marketing, pour garantir et pour sécuriser ses clients, a affiché les délais standards de livraison. Et du coup, ils n'ont pas été tenables, ce qui a généré quoi? Ce qui a généré énormément de frustration et d'insatisfaction des utilisateurs, qui a été remonté notamment par le CARE, hein, par le service de gestion après-vente. Et du coup, ça a créé vraiment une dégradation de la marque sur les stores, etc. Et également, on a eu énormément de remontées utilisateurs insatisfaites. Et ce qu'on a expliqué aux clients, c'est que pour les 15% de revenus générés pour une opération spéciale, derrière, on perd peut-être 30-40% de notre clientèle cible parce qu'un client aussi insatisfait, bah, c'est peut-être un client qui est perdu ad vitam aeternam. Donc, les conséquences de vouloir comme ça lancer des nouvelles fonctionnalités qui sont à valeur ajoutée, certes, mais qui ont une valeur ajoutée qui est limitée versus les conséquences que ça peut avoir sur l'expérience utilisateur. Elles sont vraiment à prendre en compte. Je ne sais pas, Julien, si tu veux rebondir sur ces points, ce que tu en penses, si ça fait écho chez toi, etc. Bien sûr, en fait, encore une fois, c'est pour moi ce qu'il faut comprendre, c'est l'impact de ces démarches-là. C'est-à-dire que concrètement, quand on est dans une startup qui est par exemple, dont le marché est très compétitif, en hyper-croissance, ça veut dire que si vous ne vous concentrez pas sur les bons sujets, ça peut tout simplement vous tuer. Parce que, en fait, tous ces choix en fait, qu'on fait, qui peuvent nous emmener sur 2 semaines, 1 mois, 3 mois de développement, du marketing, du lancement, etc. Ça peut tirer tout un ensemble de métiers dans la boîte et donc d'investissement, de temps. Si on n'est pas sur les bons sujets à un moment, ça veut dire qu'on ne continue pas à travailler son avantage compétitif et du coup on se fait rattraper, dépasser et on peut s'éteindre en fait tout simplement. Donc c'est bien plus en fait dans les startups c'est extrêmement critique. C'est-à-dire que c'est une question De vie ou de mort, non? de vie ou de mort, très clairement. Et dans des grands groupes, bah, c'est aussi un moment, c'est-à-dire que on se retrouve à jeter de l'argent par les fenêtres, tout simplement. Et en plus de ça, ça veut dire qu'on se retrouve à terme avec des nouvelles fonctionnalités ou des choses qui ne sont pas utilisées, qui viennent polluer le produit, qu'il va falloir maintenir, etc. etc. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant parce que chaque seconde qu'on passe sur ces sujets compte et qu'aujourd'hui, on sait que la tech est au centre de beaucoup de business models. Donc, on est d'autant plus, côté produit, on est d'autant plus responsable par rapport à tout ça et il faut s'assurer qu'on est sur les bons sujets, quoi. Du coup, quand on a évoqué tous ces sujets et qu'on s'est dit qu'on avait plein de problématiques autour de la prise en compte de l'expérience, du besoin utilisateur et de cette problématique pour derrière délivrer le bon produit et bien conceptualiser tout ça. Au fil de nos discussions, Julien, on en a quand même ressorti des key points et une démarche pour pouvoir tacler des problèmes. Je sais que ça te tient à cœur, donc ce que je te propose, c'est peut-être de nous présenter, nous expliquer tout ça, et moi, je vais rebondir sur les sujets qu'on a évoqués ensemble. Ouais, ça marche. Donc du coup, l'idée, c'est de se dire un peu par où on commence en fait. On comprend, il faut déjà bien comprendre, il faut essayer de faire en sorte que tout le monde comprenne l'importance qu'il y a à commencer par le problème. Alors c'est globalement une forme d'acquis, mais ça reste très en surface. Donc je pense que dans toutes les boîtes, d'avoir des vrais exemples en fait d'échecs, c'est un bon moyen aussi de mettre en mouvement un peu tout le monde autour de ça. Parce qu'on est souvent quand même dans des boîtes qui sont tirées par qui sont plutôt solution driven que problem driven.
le point de départ, c'est de comprendre son terrain de jeu, quoi. Parce qu'on peut partir dans tous les sens, et que des problèmes, il y en a plein dans toutes les boîtes, mais il faut quand même comprendre il faut comprendre l'industrie et les activités de l'entreprise dans laquelle on évolue. Alors pourquoi c'est important? Parce que du coup, il faut comprendre la chaîne de valeur en fait. Qu'est-ce qui va se passer au sein de ma boîte? Qu'est-ce que fait mon entreprise? Quelles sont les activités de mon entreprise pour pouvoir être reconnu comme un acteur de cette industrie? Et du coup, quels sont au sein de ces activités les choix qui ont été faits pour dégager un avantage compétitif face à la concurrence et pour réduire mes coûts? Parce qu'in fine, à un moment, on est quand même en train de parler d'une entreprise qui va chercher à dégager de la profitabilité. Donc, elle a fait des choix stratégiques par rapport à sa chaîne de valeur, par rapport à ses concurrents, pour essayer de créer un avantage compétitif durable. Donc ça, il faut essayer de le comprendre. Ce n'est pas à nous, on va dire, de le créer en tant que product manager ou CPO, etc., même si on est moteur là-dedans, mais il faut bien comprendre cet environnement-là pour mesurer en fait les choix qu'on va faire et où est-ce qu'il faut appuyer ou sortir. À partir du moment où on a une vision de la chaîne de valeur, il faut évidemment mapper qui sont les key users, les processus métiers, les parcours utilisateurs, de manière à vraiment comprendre en fait quelles sont les différentes personnes et la manière dont ils interagissent sur toute cette chaîne de valeur. Et le troisième point qui est aussi très important, c'est de faire un état des lieux du produit. Donc qu'est-ce que ça veut dire du produit tech, j'entends, et de l'impact qu'il y a sur l'expérience utilisateur. Parce qu'en fait, à partir du moment où on a posé la chaîne de valeur, qu'on a identifié les utilisateurs et les parcours, on a souvent en fait un produit qui va couvrir qu'une seule partie en fait de l'expérience utilisateur. Donc, je vais vous donner un exemple très concret en agence d'intérim digital, que certains dans cette réunion connaissent. On met des gens donc au travail chez des clients. Okay, donc il y a tout un parcours en fait qui est digitalisé autour de l'avant, l'après, etc. Mais il y a un moment très fort, par exemple, qui est la réalisation de la mission sur place, quand les personnes sont chez le client. Donc là, il se passe plein de choses qui ne sont pas forcément digitalisées ici. Et pourtant, c'est extrêmement important de se rendre compte de ce qui se passe là-bas. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on va vouloir finalement digitaliser des parcours qui ne le sont pas, peut-être qu'on va lever des pains en fait, qui ne sont pas forcément digitalisés à date, mais qui vont avoir besoin d'être adressés. Donc voilà, c'est important de comprendre c'est quoi le terrain de jeu, la chaîne de valeur, les activités, comprendre les structures de coûts par rapport à chacune de ces activités et les avantages compétitifs qu'on dégage, key user, processus métier et parcours utilisateur, et du coup, l'état des lieux de notre produit, où est-ce qu'il en est par rapport à l'ensemble des activités de la boîte. Donc là, on va parler un peu de persona, user journey, job to be done, audit produit, l'analyse des touchpoints, etc. Une fois qu'on a un peu ça en main, il faut comprendre, donc là on dit aligner, alors ça c'est plutôt pour les product leaders, mais en tout cas, en tant que PM par exemple, PO, il faut comprendre l'alignement entre la mission de l'entreprise, la business stratégie et les North Star métriques. Donc la vision et la mission, c'est plutôt ce vers quoi on voudrait aller à long terme, la mission c'est ce qu'on fait actuellement, et les choix stratégiques qui sont liés à chacune des activités. Vous avez par exemple dans une logique de je vais être très grossier, Uber il a décidé de travailler avec un réseau de chauffeurs indépendants. Ils auraient pu dire à un moment je recrute et je monte tout mon réseau de chauffeurs. Voilà, donc il y a eu un choix stratégique très fort qui était de dire ok, en fait on va monter un réseau de chauffeurs et on ne va pas les recruter. Et du coup on va développer toute une technologie autour de ça. Ça c'est un exemple. Il peut y avoir d'autres exemples. C'est-à-dire qu'à un moment je choisis de redévelopper une technologie plutôt que d'intégrer une solution. Parce que je pense que dans ma chaîne de valeur, dans mon activité, d'avoir une solution qui est complètement intégrée à mon business, ça va être plus puissant pour la suite. Je vais pouvoir dégager un avantage compétitif, etc., etc. Donc, il faut comprendre en fait les choix qui ont été faits. Il faut comprendre la temporalité par rapport à tout ça. Donc, on voit où veut aller la boîte, ce qu'elle est en train de faire, concrètement, qu'est-ce qui la démarque un peu, les choix qui ont été faits. Et donc, du coup, après, il y a une notion de temporalité. C'est-à-dire, où est-ce qu'on est maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à court moyen terme et ce vers quoi on veut aller plus tard. Donc ça, c'est vraiment la notion de chapitrage stratégique, d'objectif business et utilisateur. On va commencer à introduire des notions de North Star, Docker, etc. Et un troisième point qui est important, c'est qu'il faut comprendre qu'une strat, elle bouge tout le temps en fait. Il y a un cap fort, mais c'est quand même quelque chose qui a besoin de vivre, qui a besoin d'être accéléré, voire transcendé avec les choix et le retour de terrain en fait, surtout.
Ouais, c'est comme un bateau, quoi. Tu as pris un cap, mais tu vas bouger en fonction du vent, en fonction des opportunités, etc. Exactement. Donc on a un rôle extrêmement important autour de ça, dans la remontée de terrain, en fait, autour Mm. des choix stratégiques. Donc on comprend l'industrie et les activités de l'entreprise, on comprend la mission, la stratégie de business à court et moyen terme, et du coup, on aligne l'équipe et les artefacts produits par rapport à tout ça. Donc là, concrètement, on parle d'avoir des équipes et des squads qui sont, j'ai dit, durables dans le sens où on va aller chercher à avoir de la connaissance utilisateur, de la connaissance de parcours, etc. Donc on est dans une logique un peu de profondeur de sujet. Donc il faut quand même, Mm. il y a besoin de monter en puissance là-dessus. Donc c'est sûr que si on passe d'un sujet à l'autre, d'un persona à l'autre toutes les 2 secondes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Il faut bien Ouais. comprendre les parcours, etc. Ça peut y avoir un certain, ça peut demander beaucoup de travail. Donc là, on est des équipes, des squads durables, focus plutôt sur les personas et les parcours plutôt que sur les features ou les components. Des product goals, des OKR, success metrics, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on décline à un moment toute cette cascade, c'est-à-dire ça va venir avec des objectifs qui vont être quantifiables et qui vont nous permettre d'être focus et d'aller chercher de l'impact en fait régulièrement et le plus rapidement possible. Et donc du coup, de repositionner, on va dire un peu ce qu'on fait au quotidien dans des perspectives plus stratégiques et plus alignées avec l'entreprise et le marché. Donc là, on va parler de lean value tree, de problem backlog, d'essayer d'introduire dans les PRD les product requirement documents, de vraiment essayer de commencer par des problèmes, d'introduire des notions de go-to roadmap, où là, on va du coup aligner par rapport à des problèmes, des objectifs business et des success métriques fortes. Voilà, donc ça Ouais, permet déjà ouais. de poser un peu d'enclencher, on va dire, le sujet pour que vous soyez en mesure d'emmener l'organisation vers tout ça. Parce que si vous ne comprenez pas l'industrie, l'activité de l'entreprise, la mission de la boîte au sens stratégie business, c'est-à-dire les choix qui sont faits pour aller vers tel ou tel endroit et comment c'est séquencé, c'est compliqué d'être légitime pour emmener tous les stakeholders par une approche problème. Parce qu'on a tendance à vouloir tout de suite dire, OK, il faut apporter telle solution, tel truc, tel truc. En fait, lui, il n'a rien compris, il ne connaît pas le business, je vais lui expliquer, c'est ça qu'il faut faire. Pas la peine d'aller chercher les problèmes, je sais exactement ce qu'il faut faire. Donc, il faut bien épouser tout ça pour être en mesure de faire les bons choix, de remonter les bons problèmes et surtout, du coup, de faire un focus sur où est-ce qu'on va aller chercher nos problèmes et du coup, où est-ce qu'on oriente notre recherche utilisateur. Bon, ouais, puis je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Julien, mais il y a cette notion en fait d'aller-retour entre le top et le bottom. Parce que tu sois dans une grande organisation, dans une startup, tu as la vision des dirigeants et l'intuition et le génie quelque part qui fait qu'on va vers une opportunité de marché. Il faut que celle-ci soit transmise aux équipes et pour qu'elles vivent dans l'opérationnel. Et inversement, comme on se le disait ensemble, il faut que l'opérationnel aille sur le terrain, comprenne les jobs to be done pour être sûr que ce qu'on produit au quotidien répond et a du sens dans une expérience utilisateur et apporte de la valeur ajoutée. Et ça, le faire remonter au top pour que d'eux-mêmes, ils voient l'alignement et ils soient conscients des évolutions des besoins de leurs utilisateurs, des impacts que ça a sur leur industrie, etc. etc. On est d'accord là-dessus. Ouais, tout à fait. C'est un des challenges. Principal, ouais. On va en parler d'ailleurs. C'est bien, ça introduit sur les notions suivantes. Avec Julien, on voulait vous parler des principaux challenges qu'on a affrontés quand on mène la démarche que Julien vous a présentée pour bien comprendre et interpréter et formaliser des besoins utilisateurs. Donc, on en a retenu un premier, c'était de connaître, et la parenthèse est importante, réellement les problèmes des utilisateurs. Donc, je pense que Julien, tu voulais donner deux, trois anecdotes sur le sujet et en parler un petit peu. Ouais, surtout partager ouais, des idées que, voilà, que je me suis faites au fil de mon expérience. Déjà, je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, entre les recherches Kali, Cantine. Il y a pour moi un sujet qui est extrêmement important, c'est d'être en contact direct avec les utilisateurs. C'est-à-dire que
on passe beaucoup de temps à essayer de les comprendre. Il y a, je pense, des approches comme les personas, les user journées, de la data qui vont être finalement une forme de proxy par rapport à voilà, la compréhension de leur comportement, de ce qu'ils sont, etc. Mais c'est potentiellement des gens qui l'ont fait pour vous. Et qui l'ont interprété, du coup. Comment? Et qui l'ont interprété quelque part. Qui l'ont interprété. Et du coup, c'est extrêmement important et c'est critique en fait d'être en contact direct avec les utilisateurs et régulièrement. Et quand je dis régulièrement, c'est plusieurs fois par semaine. Donc c'est vraiment un des seuls moyens de sentir ce qui se passe réellement auprès des utilisateurs. C'est parce qu'il y a trop de proxy, trop de choses entre vous et les utilisateurs qu'il peut y avoir au quotidien. Et il faut se faire son idée, il faut comprendre ce qui se passe, qui va être backé derrière par du quanti, de la data, etc. Mais il faut aller sur le terrain, il faut échanger avec ces personnes-là, et il faut faire en sorte que ces éléments-là vivent au sein de l'entreprise. Donc ça fait partie aussi du challenge, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'on arrive à capter des insights bruts, en fait. Donc ça veut dire que un des sujets, par exemple, qui peut être un game changer dans une boîte, c'est le care. Le support, c'est une source d'information qui est extrêmement puissante. Ça vous permet d'être en contact direct avec du feedback utilisateur. Et là, en plus, par rapport à notre problématique, c'est hyper intéressant parce qu'on parle plus de claim, souvent, donc de réclamation, de problèmes que les gens rencontrent. Donc, dans les canaux, il y a le support, je pense, qui est extrêmement puissant pour capter des feedbacks bruts utilisateurs. On peut avoir des outils un peu de feedback loop en interne, plus pour voilà, tout ce qui va être utilisateur interne et application métier. Donc, on peut penser à des outils pour nommer les Français comme WeLoop ou Kani aux États-Unis. Et côté B2B, c'est pareil, c'est souvent un problème d'accéder aux clients. Donc, en tout cas, moi, de ce que j'ai retenu qui m'a énormément apporté, c'est de participer à ce qu'on appelle les copiles. Donc, ça veut dire que vous avez un ensemble de clients et généralement, tous les trimestres, il y a une revue un peu de la relation client avec les équipes, quel que soit le type de boîte d'ailleurs. Et en fait, ce qui se passe généralement ici, c'est que côté client, ils ont des indicateurs de performance et de qualité. Et donc, ils vont vous remonter des points par rapport à votre perf, par rapport à vos concurrents avec qui ils bossent ou pas. Et ça, c'est une source d'information qui est extrêmement importante. Il y a des feedbacks du coup qui sont plutôt précis, des orientations pour progresser et pour aller développer la satisfaction client, et ça vous permet de prendre un vrai retour terrain de la voix du client qui va vous permettre de vous faire une idée plus précise des vraies problématiques qu'il rencontre. Et évidemment, on va parler beaucoup d'interviews, de shadowing. Je trouve que c'est très fort comme démarche. Ouais, c'est hyper fort parce que ça vous permet d'observer en fait les personnes dans leur environnement réel. Les vies ma vie, c'est top. C'est vraiment de se mettre je sais plus, je crois que c'était Mano Mano qui a pour tous les onboarding mis en place un projet de construction, tu vois, de rénovation d'appart ou un truc comme ça, et il demande aux gens de se mettre dans cette posture-là et de le faire sur la plateforme, ou encore des approches comme de backer le support en fait, donc de vraiment s'intégrer au support régulièrement pour prendre la place des personnes qui travaillent ici. Voilà, ça c'est quelques idées autour du sujet. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'aller au contact direct et d'aller chercher des insights bruts. Uber faisait pareil, ils sponsorisaient leurs salariés pour qu'ils utilisent Uber et qu'ils fassent de la remontée utilisateur brut sur leur expérience vécue. Ils ont beaucoup, beaucoup communiqué là-dessus. Et effectivement, je rejoins Julien, il faut être dans le contact direct avec l'utilisateur parce que c'est ce qu'on se disait. Vous n'êtes pas à l'abri des interprétations. Vous n'êtes pas à l'abri que la connaissance utilisateur que vous avez n'était pas mise à jour et soit légèrement caduque. Et vous n'êtes pas à l'abri aussi des biais cognitifs, des biais d'appareil qu'on a tous, des raccourcis qu'on peut faire et qui peuvent être des erreurs d'interprétation parfois. Donc, comme on disait, il faut embarquer le collectif pour que le collectif produit connaisse les utilisateurs et une notion et une interprétation de leurs besoins assez directe.
peut-être qu'on peut parler du Ouais, prochain challenge. s'il vous plaît. Du coup, s'assurer qu'on tient un vrai problème. Effectivement, c'est une notion assez touchy, assez difficile, je pense, c'est de trier la criticité des problèmes, on en avait parlé, et de savoir un peu quel est le problème prégnant, et derrière, d'avoir les éléments pour être sûr qu'on tient le bon problème à résoudre d'un point de vue utilisateur. Ouais, du coup, Et je crois que tu avais ta petite méthode sympa des marqueurs d'insatisfaction ouais, à évoquer. c'est plus de ouais, retour d'expérience. Je sais pas si c'est applicable partout, mais en tout cas, ça aide bien. Mm. Donc du coup, on est encore en train voilà, juste pour recontextualiser, on a notre vision un peu globale, on a compris, on essaie de repositionner les problèmes au milieu de la boîte, donc, et de se dire c'est quoi les sujets qu'on va attaquer en premier. Donc là, on en est à se dire, ok, maintenant on a défini notre terrain de jeu, on va chercher les problèmes, du coup, on ne part pas dans tous les sens, on sait où est-ce qu'il faut creuser. Là, maintenant, on se dit, dans ce qu'on a creusé, par quoi on va attaquer en discovery. Donc, je vais juste revenir un peu sur la notion d'un vrai problème, parce que on le saura réellement que dans la phase d'après. À partir du moment où on va faire le problème framing, le design de la solution, les hypothèses, c'est vraiment là qu'on va voir si on a, en revenant vers l'utilisateur avec notre solution, si on tacle Mm. bien le sujet, si c'était un vrai sujet profond. Mais déjà, à cette étape-là, on a un moyen d'éviter de partir, encore une fois, sur tous les sujets en même temps, et de se dire, OK, quel problème on va essayer d'attaquer en premier. Et là, on a des logiques de marqueurs d'insatisfaction. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, on parle beaucoup de success métrique généralement ou d'objectifs de key result voilà, pour faire progresser un peu des indicateurs de performance. Et là, en fait, Mm. l'idée, c'est de prendre le contre-pied. Donc on va parler, par exemple, de volume de claim. Donc la quantité de réclamations sur un topic donné. Ça va nous permettre de faire remonter ce qui est le plus painful, en fait, dans l'expérience utilisateur. On va parler, par exemple, si on a des problèmes, si on est dans une logique d'excellence opérationnelle et qu'on veut travailler la productivité des équipes, on va parler de volume d'heures passées sur des tâches qui pourraient être potentiellement automatisables. Et on va Mm. essayer d'aller spotter les endroits où on passe le plus de temps sur des tâches qui sont à faible valeur ajoutée et automatisables. Ou alors, on va encore une fois, dans des processus métiers, essayer de détecter le volume d'erreurs. Donc, on va essayer de regarder le nombre d'erreurs qui est produite sur ce processus et sur les outputs par exemple, dans un processus de facturation ou Mm. voilà, je ne sais quoi d'autre, d'essayer de comprendre voilà, le volume d'erreurs et de suivre ça et de voir qu'est-ce qui génère le plus d'erreurs et d'essayer de s'attaquer du coup à ce problème-là. Donc c'est de prendre le contre-pied et d'essayer de trouver des marqueurs d'insatisfaction ou d'improductivité qui vont nous permettre de prioriser les problèmes sur lesquels on va aller attaquer une discovery. Ouais, c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est comme tu disais, c'est au lieu d'aller sur classiquement des OKR, du mélioratif et tout, prenons ce qui est péjoratif, nos pain points, ce qui est critique et essayons de les briser. Et de facto, ça va faire évoluer vers nos produits et notre organisation dans le bon sens. Exactement. Le fameux. Donc, un autre challenge dont on voulait parler, c'est là plutôt sur la relation, faire vivre les sujets en interne. Et on avait évoqué notre notion de pouvoir être à l'oreille des décideurs, puisque c'est eux qui vont jouer aussi un rôle critique dans la prise de décision et d'être crédible auprès de ce top management. Euh, Moi, je te faisais remonter, Julien, que effectivement, quand on est soit product manager, soit leader produit, head of product ou l'IPM, ce qui est important, c'est aussi d'avoir cette notion de crédibilité auprès du top sur les remontées. Donc déjà, de bien les avoir travaillées en amont pour qu'elles soient pertinentes et derrière d'avoir aussi les qualités, on va dire, en termes de leadership et de communication pour pouvoir les partager et titiller quelque part les, euh, les vérités que peut avoir un décideur, le challenger sur les prérogatives et surtout l'orienter sur les éléments qui ont été repérés en amont pour que ça puisse être validé. Donc, pour moi, c'était une notion assez, assez importante parce qu'on voit beaucoup d'échecs en fait entre la stratégie et l'opérationnel sur l'aspect produit parce que justement, il n'y a pas ce lien-là, il n'y a pas ce lien, il n'y a pas cette confiance mutuelle. Et au contraire, parfois, il y a même de la défiance et du coup, la décision est top-down et du coup, il peut y avoir des échecs dus
cette mauvaise relation et ce manque de crédibilité de part et d'autre quelque part. Mm, mm. Ouais, c'est un sujet qui peut être assez difficile. Tout dépend un peu des relations qu'il y a, mais en tout cas qui est extrêmement important parce que c'est vrai que tout le monde, enfin vous, quand vous remontez les problèmes, quand vous priorisez une roadmap par rapport à tout ça, aux yeux des autres, vous avez déjà vous-même interprété en fait des sujets. Donc ça veut dire que il faut quand même comprendre que on est en train de faire des choix qui sont stratégiques, coûteux pour l'entreprise, qui du coup sont censés aller orienter l'entreprise vers vers des meilleures positions, un meilleur avantage compétitif, moins de coûts, etc. Donc du coup, c'est pas des petits choix. Et du coup, il faut être sûr que tout le monde est bien raccord sur les sujets qu'on veut attaquer et sur la problématique. Parce que si on n'est pas clair sur le problème, du coup, ça peut partir dans tous les sens et on va se mettre à déployer des solutions en fait, qui ne répondaient pas au problème en question. Donc, du coup, il y a effectivement les preuves qu'on peut apporter par la donnée. La remontée des données brutes, ça c'est extrêmement important. Les insights bruts, c'est d'essayer de faire vivre ça d'une manière ou d'une autre dans l'entreprise. Donc, ça peut être par exemple de partager des session recordings si on est sur plutôt des plateformes, de partager des remontées du care, encore une fois, de partager des enregistrements d'interviews, ça c'est super sympa, mais voilà, tout ce qui peut vraiment faire en sorte que les personnes vont être en contact direct elles-mêmes avec un feedback utilisateur. Ça, c'est le premier point. Et après, il y a un super truc dans le Lean qui s'appelle le Gemba Walk, qui permet justement d'inviter Les décideurs. les décideurs, les leaders à venir sur le terrain pour constater le problème. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est hyper puissant, surtout dans une logique d'essayer de travailler une culture produit au sein de l'entreprise et du coup, dite user-centric. Et donc, du coup, d'essayer de faire venir les différentes personnes, des leaders, mais aussi d'ailleurs des collègues, dans des environnements où ils vont être en contact avec les utilisateurs. Donc, typiquement, c'est vrai des logiques de feedback group où on va faire venir des clients qui vont nous partager un peu des feedbacks, on va pouvoir faire venir aussi des personnes de la boîte pendant ce feedback, de participer au support, ça se fait dans quand même pas mal de boîtes, encore une fois, d'aller sur le terrain, pourquoi pas pousser carrément l'exercice à prendre le rôle de nos clients. Et voilà, donc c'est plus compliqué d'emmener le C-level là-dessus, parce que du coup, pour des logiques de temps, mais il faut quand même essayer de travailler tout ça. Et ce qui est extrêmement important, c'est que vous soyez, en tout cas pour ceux qui sont en contact direct avec le C-level, il faut vraiment être méticuleux et d'équerre sur votre connaissance utilisateur, parce qu'en fait, c'est de là que vous allez réussir à vraiment emmener tout le monde sur ça. Si vous êtes un peu approximatif par rapport à votre connaissance, c'est pas bon. Ça montrera le doute. Ouais, ça va créer du doute et du coup, manque de confiance, et ça va être plus compliqué d'emmener un mouvement qui est vraiment orienté par le problème. Parce que c'est compliqué quand même de discuter plus problème que solution, parce que les problèmes, en fait, on est en train de dire qu'on va travailler sur quelque chose où à un moment T, on ne sait pas encore quelle est la solution, qu'est-ce qu'il va falloir faire et combien de temps ça va prendre. Donc, on parle vraiment de s'aligner sur des impacts et les problèmes à tacler par rapport à des objectifs business. Mais du coup, on sort des discussions de OK, c'est telle feature, ça prend tant de temps, c'est à telle date. En tout cas, à ce niveau-là. Ça peut venir plus tard, mais en tout cas, à ce moment-là, on est déjà. Il y a un petit changement à opérer. En tout cas, dans les boîtes dans lesquelles je suis. Ouais, puis ça plaît pas trop aux décideurs. Les décideurs, ils aiment bien tout de suite avoir des solutions. Ils vont demander, du coup, OK, le problème, il est là, mais quelles sont les solutions que tu me proposes? Et ça, c'est intéressant. Et c'est souvent difficile et il faut arriver à quelque part sensibiliser à cette question en disant, est-ce que tu valides ce problème-là? Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que on est d'accord de la criticité du sujet? Et derrière, oui, je vais être en mesure de designer la bonne solution pour ce sujet-là. Ouais, du coup, c'est une bonne transition pour l'étape d'après. Yes. C'est que justement, un des challenges, et ça, je pense que le management nous le rappelle
si vous ne le dites pas tout seul, le management le rappelle assez vite, c'est de passer son temps à définir des problèmes plutôt qu'à les résoudre. Donc il faut faire attention là quand même, on est en train de dire voilà, il faut approcher la démarche par le problème, mais le sujet il n'est pas de rentrer dans un cycle en V où on va passer 6 mois à identifier tous les problèmes de la boîte et puis voilà, essayer de dire voilà, non mais ça c'est vraiment le problème le plus important et tout. Il faut quand même être dans un cycle itératif où on va aller chercher à dégager de l'impact quand même le plus rapidement possible. Donc oui, il faut comprendre le terrain de jeu, secouer l'arbre pour faire tomber les problèmes et commencer à faire émerger ce qui est le plus critique par rapport aux objectifs du moment. Et envoyer ça tout de suite pour voilà, aller chercher, à tacler de la discovery, designer les solutions, builder et shipper de l'impact, quoi. Donc ça, c'est vraiment c'est super important parce que sinon, on se retrouve dans une approche qui est pas orientée impact, alors que c'est ce qu'on cherche à avoir en mettant le problème au cœur de l'organisation quand même. Voilà, donc il faut avoir la big picture, mais je vais reprendre une expression que j'ai entendue qui était super, c'est laser focus execution. Donc c'est vraiment, il faut être millimétré dans l'exécution et aller chercher de l'impact très rapidement derrière tout ça. Clairement, il n'y a que ça qui paiera de toute façon. Peut-être un des derniers challenges, c'était beaucoup évoqué dans la démarche, mais c'est juste pour faire un rappel, c'est que y a un collectif qui est en place, il y a des équipes opérationnelles et il faut savoir les embarquer. Et comme on se l'était dit, il faut aussi les inscrire dans cette démarche-là pour qu'elles soient embarquées et pour qu'aussi elles puissent comprendre et qu'elles soient user-centric dans tout ce qu'elles vont construire au quotidien et piloter. Et ça, c'est extrêmement fondateur. Combien de fois, nous, on a pu voir des équipes de développeurs qui savaient même pas, qui n'arrivaient même pas à dire le produit qu'ils construisaient et le pourquoi ils créaient ce produit-là au quotidien, ce qui fait du coup une perte de sens totale et qui peut générer du coup une solution qui n'est pas en adéquation avec la problématique et les difficultés des users au quotidien. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des asymétries, des incohérences, ou parfois, je pense que ça vous est déjà arrivé en tant qu'utilisateur, on se dit mais c'est pas possible, pourquoi ce produit-là il fonctionne comme ça, mais ils sont complètement incohérents, c'est n'importe quoi. Et en fait, c'est dû souvent à ces questions-là où on se disait il y a un désalignement, il y a une incompréhension, donc quelque part, du coup, ce qui doit être de l'aller-retour et du descendant ne fonctionne pas. La chaîne se brise et du coup, les équipes sont pas du tout alignées, ne comprennent pas le pourquoi ils doivent monter ces fonctionnalités-là, à quelle problématique derrière ça répond, etc., etc. Je sais pas si tu veux ajouter quelques éléments, Julien, sur cet aspect-là. Moi, j'ai deux messages autour de ça. On parle beaucoup, là, on en a entendu beaucoup parler ces derniers temps, de la posture d'équipe missionnaire versus mercenaire. Donc, Ouais. c'est des notions en fait qui sont, en gros, une équipe missionnaire, elle va plutôt avoir un focus sur les clients et sur la proposition de valeur. Du coup, elle va porter la mission, elle va avoir un sens par rapport à ce qu'elle fait, versus des mercenaires qui vont plutôt être focus sur la compétition avec les concurrents ou l'argent, tout simplement. Donc ça, c'est important pour qu'on ait des équipes qui soient, encore une fois, là, on reprend un peu le début de l'histoire, mais qui soient alignées un peu avec la stratégie de l'entreprise, la mission, la vision de la boîte, etc. L'autre point, c'est que dans la discovery, qui vient juste après, une fois qu'on a priorisé un problème, impliquer les équipes, ça veut dire qu'il y a souvent des silos qui se créent entre PM, designer et engineer. On va dire que le PM, il va travailler un peu la priorisation des problèmes, il va un peu explorer les problèmes, le designer, il va quand même aussi faire de la user research et designer la solution, et ensuite on a les engineers qui vont venir builder. C'est une énorme erreur. De la discovery, aujourd'hui, on va dire qu'il vaut mieux grosso modo passer 20% de son temps à framer le problème et 80% à designer la bonne solution dans cette phase de discovery. Donc à tester les hypothèses qu'on a, prototyper, prendre du feedback utilisateur, etc. Et donc c'est extrêmement important que les ingénieurs ils soient dans cette phase-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'innovations qui viennent des ingénieurs. Et donc, du coup, c'est extrêmement important que l'ensemble de l'équipe, les ingénieurs, les designers et les PM, participent à ces phases-là et que tout le monde s'approprie le feedback utilisateur, comprenne les pains et soit positionné dans ces phases de réflexion. Voilà, c'était les 2 points importants. Ouais, complètement d'accord. Du coup, une des dernières notions, on va accélérer un petit peu, Julien, pour que tout le monde puisse poser ses questions, évidemment, et qu'on ait le temps d'y répondre. Mais un élément important, évidemment, c'est l'ensemble des parties prenantes qui sont souvent stratégiques.
On parle d'équipe marketing, on parle d'équipe métier, etc., qui sont déjà une source de recherche, une source d'expertise. On parle d'équipes aussi côté finance, mais qui peuvent être aussi quelque part bloquantes, qui peuvent avoir leurs aspérités. Et en fait, il faut aussi avoir cette vision globale pour pouvoir embarquer tout le monde et pour pouvoir aussi prendre en considération leurs aspérités qui sont souvent positives. Hein. On se donnait l'exemple, si on a une boîte cotée et que nos objectifs stratégiques sont plus de 10%, si vous menez des projets d'investissement et qui ne vont pas rapporter ces 10% derrière côté business, bah, il faut en avoir conscience, il faut être sûr d'avoir le mandat d'investissement ou au contraire se rapatrier sur des features qui vont apporter de la valeur ajoutée, qui vont permettre le développement du business de votre organisation et qui vont du coup, par exemple, aligner un CFO sur ces aspects-là. Donc voilà, je pense que c'est une notion aussi à avoir en tête, c'est que l'équipe produit ne fonctionne pas seule, ne fonctionne pas en silo, n'est pas détenteur avec la direction générale de la décision et qu'il y a évidemment plein d'autres parties prenantes à aligner et à prendre en compte dans ce type de démarche. Allez, pour aller dans ton sens, je mets 3 points clés pour vraiment embarquer tout le monde dans la démarche, commencer par le problème. Il faut être saillant, donc priorisation des backlogs de problèmes versus des initiatives et des solutions. Donc là, il faut vraiment trancher fort sur ce qu'on veut faire. Il faut aller vite dans l'exécution. Donc, il faut aller chercher à shipper de l'impact sur 4 à 6 semaines max, quoi. Au-delà, ça commence à être long. Et pas que, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre le temps d'adresser des vrais gros sujets qui peuvent prendre plus de temps, mais il faut quand même être dans une dynamique d'essayer d'aller chercher de l'impact rapidement. C'est ce qui va aussi faire qu'on va vous suivre par rapport à cette approche-là. Et de faire en sorte que ça marque, qu'on ait de l'impact réellement. Donc, il ne faut rien lâcher jusqu'à ce qu'il y ait l'impact utilisateur final et il faut partager les résultats. Partager les résultats, ça c'est important. Excellent. À toi l'honneur, Julien. On se fait un rapide tour là des bonnes pratiques et on conclura pour prendre les questions sur un peu plus de 10 minutes. Yes. Obtenir des retours bruts, donc récurrents. Important, comme on l'a dit. Voilà. Faire remonter les insights auprès des décideurs et plus globalement auprès de la boîte. Challenger les demandes des parties prenantes en remontant aux problèmes systématiquement par rapport à des problèmes qui sont priorisés ou qui vont l'être dans le contexte des objectifs business du moment. Engager le collectif dans la démarche, on en a parlé. Trouver les causes racines, donc ça c'est ce qui va venir une fois que ce qui vient derrière. Là on commence à rentrer dans la discovery, le problème framing, les root causes, du coup les fameux 5 pourquoi, voilà toutes ces techniques qui vont vous permettre de bien comprendre en fait la cause racine des problèmes que vous avez priorisés. Les attaquer par leur criticité et la capacité à les adresser une solution viable et peu coûteuse. Donc c'est vrai que justement on peut se retrouver avec des travers souvent où du coup on ne veut faire que de la tech et du coup on ne s'occupe pas des problèmes qui pourraient être réglés par des solutions qui ne nécessitent pas de dev. Mais c'est important justement de le prendre par le problème pour être focus sur les pains utilisateurs et du coup d'essayer de vraiment minimiser le temps qu'on va passer dessus, donc d'aller chercher des solutions les plus light possibles. Créer de la transversalité dans le delivery, donc ça c'est encore une fois, pour rattacher les différents travaux à la résolution de problèmes, il faut faire attention à ce qu'on ne se retrouve pas dans des équipes qui sont trop fermées sur leur périmètre et du coup, on ne veut pas tacler ce problème-là parce qu'en fait, il touche un peu au périmètre de l'autre équipe. Et il faut quand même être orienté, focus impact et se dire qu'on a une forme de flexibilité pour aller, sans forcément aller jusqu'à une notion d'impact team, mais en tout cas d'être dans une logique d'aller au bout du sujet pour aller chercher l'impact côté utilisateur. Et donc pouvoir peut-être traverser plusieurs components, plusieurs applicatifs, plusieurs technos différentes pour résoudre ce pain. Et mesurer l'impact des points de friction et des éléments produits pour s'assurer de la création de valeur. Excellent. Voilà. Du coup, j'espère que ces bonnes pratiques vous plairont et du coup, voilà, c'est vraiment les grands éléments qu'on avait à vous partager. Peut-être un petit mot pour la fin qui nous tenait à cœur, c'est de se souvenir que certes, comme on l'a dit, c'est pas le sujet sur lequel
il faut s'attarder toute la sainte journée parce que l'objectif, c'est de générer du résultat et de la valeur, mais que la mauvaise appréciation des problèmes et de l'expérience utilisateur reste quand même la première raison d'échec des produits et des boîtes hein, au global. Si on conclut là-dessus, hein, Julien. Ouais. Ouais, c'est la première raison d'échec et je compléterai juste pour le domaine des startups, c'est 50% des échecs de startups qui sont liés à ça. Hein. C'est colossal. Voilà, donc de manière pragmatique, on voit souvent ça dans la communauté growth. Avant de vous occuper du growth et de votre produit, occupez-vous de vos utilisateurs. Soyez sûr que votre produit, votre service apporte de la valeur et qu'il y ait un product market fit pour que derrière vous puissiez développer votre business autour de ça. Top. En tout cas, j'espère que ça a plu à tout le monde. Moi, je serais curieux d'avoir des feedbacks de nos Ouais, spectateurs. exactement. On est un peu plus de 24, donc c'est cool. On est preneur de vos feedbacks et évidemment, on est là pour répondre à vos questions. On a quelques questions qui sont là. Donc, on va les prendre. Je te propose, Julien. Donc, typiquement, on a une première question. Une méthodo, un framework pour mapper tous les problèmes que doit adresser son produit et garder une vue macro. Perso, j'utilise l'issue tree, mais ça reste focus sur un seul problème ou objectif. Alors, on parle d'outils là, c'est ça là enfin, moi, ouais, d'outils ou de méthodes pour mapper plusieurs problèmes, a priori, sur un même produit et de garder une vue macro. Est-ce que toi, tu as un frame ou une méthodo qui te permettrait justement de tacler plusieurs problèmes ou de les identifier à partir d'un même produit Alors, enfin, moi, très simplement, là, sur ma dernière expérience, après, ça dépend du volume, je pense, d'informations. Hein. Mais là, nous, en fait, c'est surtout, on a créé un backlog de problèmes. Ouais, Ce ouais, qui ce nous que tu disais, c'est très efficace. Ouais. c'est d'arrêter de faire un backlog d'initiatives et de roadmap, voilà, de parler avec tout le monde des initiatives, voilà, parce que du coup, on faisait notre travail un peu de mapper les problèmes. Voilà, on a fait des user journées sur Miro et du coup on a commencé à chaque fois qu'on avait des pains qui remontaient de la recherche utilisateur, on les mappait dans le parcours voilà, pour que nous on soit bien clair sur ce qui se passe et les poids qu'il y avait des différents sujets. Mais finalement en termes de restitution on parlait beaucoup voilà, on parlait beaucoup d'initiatives qu'on adressait par rapport à tout ça. Et en fait, le chiffre, c'était de dire on travaille plutôt un backlog de problèmes, tout simplement sur Excel, pour être tout à fait transparent. Ouais, et puis tu vois, moi je peux donner un autre outil qui est très simple aussi, assez célèbre, mais qui pour moi tient la route, c'est l'expérience map aussi. Donc tu mappes ton expérience utilisateur, mais derrière tu vas chercher à avoir autour de ton produit l'ensemble des pain points les plus critiques et tu peux les pondérer sur une même expérience ou sur même expérience d'utilisation. Donc c'est assez intéressant. Là, on parlait justement des key users chez GoJob et c'était intéressant de voir qu'il peut y avoir plusieurs expériences, plusieurs problématiques critiques et qui peuvent embarquer des solutions derrière. Deuxième question, j'espère que ça a répondu à la question. Il y a Julie qui participe aussi pour mapper plusieurs problèmes product kata. Effectivement, ça peut être un levier intéressant. Merci pour la contrib là-dessus. Et d'ailleurs, Julie, je rebondis du coup sur ta question au sujet du challenge. Alors, ah oui, être crédible auprès du top management. Comment vous le mesurez? Comment on améliore cette crédibilité? Excellente question. Je ne sais pas si tu as deux, trois tips là-dessus, Julien. Est-ce que tu arriverais à toi à te dire comment tu peux mesurer ton adhérence avec tes C-level ou ton board et comment tu peux améliorer cette crédibilité-là? Je trouve que c'est une bonne question pour le coup. Je pense que alors le mesurer, je mets un peu de côté parce que ça va être très subjectif. Hein. C'est une relation de confiance, je pense. Après, c'est sûr qu'à chaque fois que vous proposez un truc, on vous dit non, mais attends, j'y crois pas, ton truc. Ouais, c'est ça. C'est assez clair. La crédibilité, pour moi, elle passe beaucoup par les deux premières étapes là, sur le fameux terrain de jeu. C'est-à-dire comprendre l'industrie, la stratégie business de la boîte, la chaîne de valeur, voilà, bien comprendre le business, en fait.
Ça, c'est clé, en fait. Ça, c'est clé parce qu'en fait, c'est ce qui va aussi faire en sorte que quand vous discutez et quand vous remontez les sujets, vous êtes sur les bons sujets, vous avez compris la mécanique de l'entreprise, vous avez compris les opérations et vous allez du coup pouvoir repositionner les problématiques des utilisateurs au bon endroit et être entendu d'un CEO, par exemple, qui a quand même un focus profitabilité, et du coup, la connaissance minutieuse de vos utilisateurs. Ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que si vous débarquez à un moment et que finalement, vous n'êtes pas celui qui est le plus, finalement, le plus en maîtrise de cette connaissance utilisateur, il y a un problème. Et moi, je dirais comment mesurer, notamment aussi auprès du top, c'est comme tu le disais, c'est peut-être de voir un peu faire le ratio victoire-défaite quand vous poussez des éléments. Je pense que ça aussi, et la façon de le prendre en compte, ça reste de la communication. Donc, surveiller le verbal, le non-verbal aussi d'un décideur. Essayez aussi de mieux les comprendre, parce que pour gagner en crédibilité, vous allez savoir vite sur quoi un décideur se base, quel est son spectre de prise de décision. Est-ce qu'il est très rationnel, très sur les chiffres? Est-ce qu'il est très dans la sensation, l'intuition? Ça dépend du type de décideur qu'on a en face, de son modèle de prise de décision. Il y en a plusieurs. Et du coup, d'adapter votre discours et votre façon de faire en fonction. Et ça, c'est extrêmement important. Et comment on améliore cette crédibilité? En s'adaptant à l'autre. Donc ça, c'est mon premier élément de réponse. Et le deuxième, c'est en se préparant. Comme on le disait tout à l'heure, si on arrive avec les problèmes et que c'est pas clair, que c'est pas limpide, comme de l'eau de roche, vous avez un risque que votre discours il soit biaisé, que votre discours il soit mal entendu, mal compris, que vous n'êtes pas sûr de vous. Et du coup, tout de suite, vous perdez en crédibilité lorsque vous devez soulever les sujets. Une autre question, après j'ai une dernière question. Comment gérez-vous les situations où le top management s'immisce dans la gestion produit avec des décisions, entre guillemets, absurdes? Exemple, en acceptant les demandes spécifiques d'un client roi, je veux telle fonctionnalité en plus, en oubliant accessoirement que la solution est utilisée par un grand nombre d'utilisateurs et que cela bouleverse la roadmap. Tiens, ça fait un petit peu écho au problème qu'on a évoqué tout en haut, ou quand le boss s'en mêle, ne sait pas dire non et court-circuite donc le POPM. Ça, c'est du vécu dans pas mal de situations. Je ne sais pas si vous l'avez vécu. Il y a un truc qui est Ça se trouve. important déjà dans la posture de base, c'est qu'il ne faut pas se braquer direct. Parce qu'il y a ce côté un peu genre, c'est notre métier de poser ce truc-là, et donc quand on vient s'immiscer là-dedans, ça ne va pas. Mais en fait, il faut quand même écouter ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut voir si l'input mérite d'être priorisé ou pas. Ça, c'est vraiment le sujet de fond, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, ok, il y avait une roadmap d'établi, mais peut-être qu'il y a un enjeu stratégique, business, qu'il y a quelque chose à adresser pour pouvoir faire scaler un client ou pour pouvoir le rentrer et qu'il est stratégique pour l'entreprise et pour la croissance de l'entreprise. Donc ça, il faut le peser quand même. C'est-à-dire qu'à un moment, on est quand même là aussi pour travailler à impacter positivement la stratégie de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on est dans des boîtes qui sont souvent tech et dont le produit prend une place énorme dans le business model. Donc c'est normal qu'à un moment, et c'est même plutôt cool, c'est ce qui fait que notre métier prend autant de place et qu'on porte autant de responsabilités. C'est donc assez normal qu'on soit complètement impacté par des décisions business souvent. Après, un des moyens de vraiment rationaliser tout ça, typiquement quand c'est un client qui vient en B2B, etc., il faut aller discuter avec le client. Il faut retourner à la source du besoin. Donc, il faut bien aller voir les mecs, leur demander concrètement, c'est quoi votre problème? Parce que souvent, on vient nous demander de faire un truc qui est plutôt une idée de solution et qui ne répond pas forcément réellement au problème du client. Donc ça, c'est le premier point, il faut aller voir. Et deuxièmement, c'est de recontextualiser systématiquement. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne faut pas dire non. Ça, c'est important. Ouais. Il faut se dire, ok, c'est peut-être intéressant ce que tu demandes, ça dégage une valeur ajoutée, mais par rapport à nos objectifs du moment et ce sur quoi on s'est tous entendus dans les sujets à tacler, et en fait, ça ne fait pas partie de nos priorités. Ça ne fait pas partie de nos priorités.
Et Ouais, j'ai vu un mec, pardon, je me permets parce que je l'ai trouvé super, je crois vas-y. que c'est Rémi Guyot, non, VP de Blablacar, je me souviens de Hmm, notre ami, ouais, JP sur Product. Ouais. la simplification, décomplexifier des problèmes. Et à un moment, il disait, Hmm, en fait, pour faire de la priorisation, on s'entend sur c'est quoi le top 3 des trucs. Enfin, tu listes les 10 sujets prioritaires, tu identifies les 3 premiers vraiment super prioritaires, et les 7 autres, en fait, tu t'efforces de vraiment pas toucher à ces sujets-là, parce qu'ils vont revenir systématiquement. En fait, c'est aussi un moyen de dire, quand on est raccord avec la chaîne de valeur, la stratégie de l'entreprise, la stratégie business du moment, etc., ça permet de recontextualiser ça et d'avoir un discours structuré face à toutes ces personnes qui viennent vous demander des choses. Parce que on est français et on aime beaucoup le raisonnement quand même. Donc cette structure de raisonnement permet d'être focus, et c'est aussi ce que le C-level cherche à faire, c'est d'aligner tout le monde sur les bons sujets. Donc voilà, c'est un moyen de contrecarrer ça. Et parfois, il faut excellent, les taper excellent. quand même. Hmm. Ouais, mais moi je suis d'accord, c'est en contextualisant et aussi en jouant sur l'effet de renonciation aussi. Parce que du coup, si un C-level pousse un élément, ben, c'est au détriment d'autres éléments. Et du coup, c'est intéressant de lui mettre en face le principe de renonciation qu'il peut y avoir. Ouais. Du coup, merci Jonathan pour cette question. Il met c'est du vécu. Mathieu réagit en disant un trop grand classique. Donc c'est sympa. On a deux dernières questions. On va les prendre. Alors il y a une question de rebond que je prends et derrière il y aura une dernière question de Vianney. Donc pour rebondir sur la question précédente, comment répondre aux questions boss, manager, métier sur les délais de dev d'une feature? Elle sort quand la feature? La fameuse question, elle sort quand la feature? Ça, c'est un truc. En fait, La question de la prédictibilité dans le développement, tu sais. ouais. En fait, c'est important. En fait, il y a des sujets qui sont importants, pour lesquels c'est important d'avoir une date, et il y en a d'autres, ça ne l'est pas forcément. Et il faut bien faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit date égale. Enfin, il y a une espèce je trouve, de legacy en termes de méthodo qui dit cycle en V, waterfall égale date de sortie. Et donc, en agile, il n'y a pas de date. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est pas possible. Enfin, à un Bon, moment, ça, c'est pas on vrai a en des plus. rendez-vous business, et en plus, c'est pas sain de ne pas se fixer un timing quand même sur certains sujets. Une Quand vous target, ouais. lancez une grande feature qui a un impact sur le business ou sur vos utilisateurs qui est importante, il y a un métier qui prend une place critique dans la réussite de l'usage, c'est le product marketing. C'est impossible pour ces équipes-là de se structurer, de mener et de prévoir des plans de communication de soft launch ou de full launch sans avoir une vue de l'atterrissage. Donc ça, c'est important quand même de se dire qu'on n'est pas tout seul déjà dans le jeu. Dans l'organisation, ouais. Et par contre, il y a une logique de temporalité. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que c'est important d'aller chercher à résoudre des problèmes les plus précis possibles, d'avoir une discovery qui va aller chercher les solutions les moins coûteuses. Pourquoi? Parce qu'il va falloir à un moment, en tout cas c'est mon avis, mettre des release plans en place, parce que c'est important de se fixer ça, mais ça ne sert à rien de faire ça à plus de 4 à 6 semaines. Donc 2-3 sprints de 2 semaines. Ça n'a aucun sens. Et donc du coup, ça c'est un point pour moi où il faut osciller entre faire de la priorité, à mon sens, c'est pas la vérité, mais en tout cas c'est ce qui dans mes dernières expériences m'a permis d'être dans une situation qui était plutôt efficace. Travailler de la priorisation de problèmes. D'accord, on priorise les problèmes, on ne priorise pas les features. Et dans ces instances de discussion avec les stakeholders, de discuter des release plans à 6 semaines. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va shipper là en termes d'impact à 6 semaines. Et voilà, ce serait ma réponse. Et dès que vous commencez à avoir des trucs où c'est un peu fumeux à 3 mois, c'est pas bon. Les roadmaps trimestriels, par exemple, je trouve que c'est un entre-deux qui est hyper casse-gueule, parce que le trimestre, on s'attend à avoir des dates, et en même temps, on n'a même pas encore fait les discoveries de tous les sujets, donc ça peut défocus d'ailleurs, on peut se mettre à travailler sur plusieurs trucs en même temps, etc. Donc je trouve qu'il y a la fameuse roadmap 6-6 qui est vraiment intéressante, donc 6 semaines de développement, 6 mois de vision, et enfin 6 mois un peu de roadmap en interne, et 6 ans de vision. Parce que 6 mois, ça met dans une perspective où effectivement, on va pas chercher à avoir une date de sortie là tout de suite. C'est un peu trop loin. Mais on sait vers quoi on va aller par rapport aux objectifs business. 6 semaines, Ouais, ça donne un cap. On pas parlait si de la notion de cap.
Bah, si, pour moi, si, parce que effectivement, tu es obligé parfois de t'engager et de donner une notion d'engagement, mais il faut que ça soit sur une timeline qui est réaliste, en fait, tout simplement, et qui peut être tenue. Sinon, c'est que de la fausse promesse. Et effectivement, ça n'empêche pas de donner un cap, une vision qui est, comme tu dis, moyen long terme, tout en étant à court terme très engagé, très pointilleux sur les métriques, sur le delivery pour rassurer quelque part. Parce qu'en fait, c'est des notions de date, c'est quoi? C'est des notions de réassurance, hein. Tout simplement pour engager, et comme tu dis, pour coordonner plusieurs équipes aussi sur des chemins C'est aussi un critiques. moyen de progresser. Moi, j'ai découvert Ouais. sur le lean, en fait, par exemple, sur la notion de lead Mmh. time, l'impact que Ouais. ça peut avoir, c'est-à-dire d'un moment de se fixer une date de rendu et de comprendre au moment où cette date est dépassée. C'est justement ce qu'on cherche à faire avec un Kanban qui va nous permettre de visualiser, par exemple, les dates de rendu qu'on n'aura pas tenues. Et du coup, de redescendre ce point-là pour comprendre en fait ce qui s'est passé. Et ça, c'est un moyen d'apprendre et de travailler la rapidité d'exécution qui est vraiment hyper intéressant. Donc s'il n'y a pas de date, bah, on ne sait pas quand est-ce que ça prend trop de temps. Yes, une dernière question pour la fin, c'est quel conseil pour bien cerner le parcours utilisateur avant qu'il prenne connaissance, soit convaincu? Le zero moment of truth et commence à utiliser celui-ci. Donc, si je comprends bien ta question, Vianney, du coup, c'est de cerner alors le parcours utilisateur. J'ai du mal à comprendre vraiment la question, honnêtement. Quel conseil pour bien cerner le parcours utilisateur avant qu'il prenne connaissance, soit convaincu? On parle de l'utilisateur, on parle d'un partie prenante, on parle d'un product manager, d'un product leader. Je sais pas trop, je sais pas si tu es là, Vianney, pour en parler, pour m'écrire sur le sujet, mais voilà, peut-être on peut répondre dans la première partie de la question, qui est quel conseil pour bien cerner le parcours utilisateur ou le mapper. Est-ce que tu as peut-être des best practices, Julien, sur cet aspect-là? Vas-y, je te laisse répondre. Ouais, Advisory. moi, ben, non, mais on en avait un petit peu parlé, tu sais, mais moi, ce que je dis souvent aux clients, c'est que les clients et les organisations dans lesquelles on intervient jouent les bons élèves et me disent, regardez, on a mappé nos personas, on sait faire des personas, ils sont là. Et la première question que je donne, c'est est-ce qu'ils sont mis à jour et de quand ils datent? Et la réponse souvent que j'ai, c'est que ça date de plusieurs années, que ça n'a jamais été mis à jour et que c'est là et c'est poussiéreux, etc. Et est-ce que cet outil-là, ils l'ont utilisé ou est-ce que c'est juste pour jouer les bons élèves? Et en fait, c'est là où il y a des biais, c'est que typiquement, il y a dans beaucoup d'organisations, on les utilise pas, on n'y fait pas référence. Tu vois, c'est là où tu parlais des problèmes backlog, c'est intéressant, je trouve, parce qu'on a tendance à construire et moins à poser les problèmes. Donc, poser les problèmes et référer les problèmes, c'est qui vos users, c'est qui vos principaux users, etc. Et mettre à jour ça, parce que vos utilisateurs, ils ont un comportement qui évolue, évidemment. Et la priorisation entre vos utilisateurs peut évoluer. Et c'est ce qu'on appelle aussi des pivots d'organisation. Donc ça, c'est super important à prendre en compte. Et le deuxième aspect à prendre en compte, qui me paraît être un peu plus au-dessus du personnage, c'est le jobs to be done. C'est un moment, pourquoi vous travaillez, pour répondre à quelle problématique d'expérience, et en fait élargir un petit peu votre domaine d'esprit pour vous dire, OK, je ne fais pas juste une solution pour répondre à un besoin utilisateur. Il y a un besoin utilisateur et mon entreprise a pour mission, on parlait tout à l'heure de mission statement, a pour mission de répondre à ça. Et on en parlait comme anecdote, c'est là où le patron de Netflix avait dit, fan de Pinard, on en avait parlé, mais il avait dit, moi, je me bats contre les verres de vin le soir parce que la mission de l'entreprise, c'est de servir et on va dire, rendre du plaisir aux gens dans la détente, dans les moments de off après le travail. Effectivement, évidemment, pour les gens qui aiment le cinéma, qui aiment les séries, bah, c'est un moment de détente, c'est un moment de détente en dehors du boulot. Et il dit, bah, moi, mon moment de détente, c'est un verre de pinard, donc je me bagarre contre ma bouteille de vin. Donc, c'est de rendre l'expérience la plus enrichissante et la plus plaisante pour l'utilisateur. C'est leur mission statement. Donc, c'est intéressant aussi de repositionner son cadre d'intervention par rapport à ça. Et du coup, Vianney me dit, désolé, c'est mal formulé, mais cela répond à ma question. Donc, tant mieux, Vianney, si c'est le cas. Ben, on arrive au bout de l'exercice. Il y a
plus de questions de part et d'autre. Peut-être un petit message pour la fin. Merci Julien d'avoir participé et d'être venu sur cet amas et d'avoir partagé toutes tes bonnes pratiques sur le sujet. J'espère que l'exercice t'a plu. Ouais, Euh, merci de nous avoir écoutés à tous. Ouais, merci beaucoup tout le monde. Du coup, cette session est enregistrée, elle sera accessible si vous voulez revoir en libre service sur notre site et sur notre blog le sujet. Et du coup, bah, à une prochaine fois en tout cas. Et merci de votre écoute et pour vos questions. À bientôt. À bientôt.